Bonjour à tous. Peu importe où vous êtes au pays, c'est un plaisir pour moi de présenter le rapport sur le commerce international. Et je vais redémarrer ma caméra web. Bon, ça devrait marcher pour tout le monde. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Et on va commencer tout de suite parce que je n'ai pas une très longue présentation. Donc, on aura pas mal de temps pour poser des questions. Pour les choses dont je n'ai pas parlé durant ma présentation, je pourrai répondre à vos questions. Ce que j'ai dit au tout début de ma présentation, on va se concentrer sur le rapport de 2018. D'habitude, on a un rapport de classement pour connaître la performance du Canada du côté importation et exportation. Cette année, le rapport, c'est surtout sur le côté exportation, mais je pourrais parler du secteur des importations également. Donc, on va parler des exportations et je voudrais identifier un thème qui est très pertinent à l'année actuelle. Cette année, c'était très, très difficile de s'éloigner de la volatilité. Dans les années précédentes, on a regardé l'impact du dollar canadien, les ententes internationales, la productivité. Mais cette année, on pensait que 2018, ça a vraiment été défini par la volatilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la performance au niveau historique pour la volatilité sur le marché? Et également, bon, on va regarder quelles sont les relations historiques entre les exportations et la volatilité, parce que ça pourra nous enseigner de petites choses sur ce à quoi on peut s'attendre pour 2018 et 2019. Donc, je vais me concentrer sur les dernières données que nous avons, c'est-à-dire celles de 2017 et bon, où on est dans le monde par rapport aux exportations et également quelles sont les sources de la volatilité. On va se concentrer sur certains secteurs et on va se concentrer sur donc la volatilité. Lorsque vous regardez les exportations, je crois que c'est quelque chose que tout le monde connaît. On est au 5e rang des exportateurs de denrées agricoles, donc ce que nous vendons au niveau de la ferme et ce qui va dans le marché de l'exportation. Donc, on est au 5e rang. On est à ce niveau-là depuis 2011. Donc, c'est à peu près 26 milliards de dollars États-Unis. Le seul pays devant nous, c'est le Brésil. La Hollande est au numéro 3 et ils sont à peu près la moitié de la taille du Canada en ce qui concerne la démographie. Mais bon, on a quelques leçons à en tirer de l'exemple hollandais. Et si vous regardez la valeur, nous, maintenant, on est au niveau 11. Je crois que c'était en 2007 où on est passé de 13 à 12 et 2014 on est passé de 12 à notre position actuelle au 11e rang. Ce que vous allez pouvoir remarquer, c'est que bon, les parts de marché des exportateurs sont un petit peu différentes. Bon, il y a les États-Unis du côté des denrées alimentaires qui est au 3e. Il y a l'Allemagne, la Hollande et les États-Unis qui sont à peu près au même niveau. Ensuite, il y a le Brésil et les 7 autres exportateurs ne sont pas vraiment semblables parce qu'il y a quand même des différences importantes si on regarde ce qu'on exporte du Canada par rapport à la France. Mais bon, à 20 milliards par rapport à 30 milliards, mais il y a un petit peu moins de diversité pour la taille de ces exportateurs. Si on voit bon, la nourriture par rapport aux produits agricoles. Et donc, vous savez très bien que nous avons des objectifs assez ambitieux pour avoir plus d'exportation. La cible officielle, c'est 75 milliards en 2025. Donc, si vous ajoutez ces 20,4 milliards d'aliments avec ce qu'on avait dans la diapo précédente, c'est à peu près 46 milliards. Et donc, si on convertit ça à un taux de 1,3, ça nous amène un petit peu plus de 60 milliards en dollars canadiens. Donc,
60 milliards d'exportations. Donc, pour arriver à 75 milliards, on doit augmenter ça de 25%. Il nous reste 8 ans pour obtenir, pour atteindre cette cible. Ça, ce sont des données de 2017. Donc, 8 années qu'il nous reste avec une croissance de 2,5 à 3% par année. Et ça nous amènerait de 60 milliards de dollars canadiens à 75 milliards en dollars canadiens. Donc, bon, c'est tout à fait possible d'atteindre ceci si on examine les taux de croissance des années précédentes. Mais il faut quand même qu'on se remonte les manches et qu'on voit quelle sorte de politique ou de stratégie dont on aura besoin pour pouvoir atteindre cette cible ambitieuse. Avec la présentation actuelle, moi, je pense que la volatilité est quand même assez pertinente concernant notre possibilité d'atteindre cette cible. Une des raisons pour lesquelles vous allez entendre des rumeurs. Il y a quelque chose qui me rend optimiste pour l'avenir de notre industrie, c'est que la demande est quand même très, très forte. Si on enlève, toutes les perturbations, et il faut vraiment faire attention pour les politiques et les différents commerciaux. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte, mais si on met ça de côté et qu'on se concentre sur les éléments fondamentaux du marché alimentaire, notre marché reste très, très fort. Et donc ça, c'est quelque chose, bon, si on veut voir un petit peu au-delà des perturbations, il y a quand même des très bonnes possibilités. Et durant les 40 prochaines années, les humains devront produire plus de nourriture que ce qu'ils ont produit dans les 10 000 dernières années. Donc ça vous fait penser un petit peu à l'échelle de notre objectif et comment on va réussir à l'atteindre. La FAO a également de bonnes prévisions. Il va falloir qu'on augmente la production de 60% avant 2050. Le chiffre précédent, c'était 70%. Maintenant, on l'a révisé un petit peu à la baisse parce qu'il y a eu des changements dans les hypothèses et dans la ligne de base qu'on utilise pour calculer tout ça. Mais avec l'augmentation de la population, les revenus qui augmentent, je ne pense pas que la demande alimentaire va baisser. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut remettre ça en contexte. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter à l'environnement actuel pour pouvoir fournir les besoins alimentaires? Alors, pour présenter le sujet, je vais me fier à un acronyme qui s'appelle VICA, ça vient de l'armée américaine, malgré le fait que c'est quelque chose qui provient de l'armée, ça nous donne quand même un bon environnement pour l'alimentation et les produits agricoles. Alors, VICA, c'est volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Donc, ça vient de l'armée américaine qui examinait l'art de la guerre moderne. Et ce n'est vraiment pas semblable à ce qui se passait avant dans la guerre. Et bon, là, on est après le jour du souvenir. Il n'y a aucun expert qui viendra abandonner cette idée. Mais bon, l'armée, ce n'est plus du tout la même chose que par le passé, bien sûr. Ça s'applique à notre environnement. Si vous pensez aux sources de la volatilité, vous êtes assez familier avec les risques de production, les risques de mise en marché. S'il y a des changements inattendus, parce qu'il y a des récoltes qui sont plus importantes ou moins importantes que prévues. Donc, il y a une certaine incertitude et une certaine volatilité qui provient des décisions concernant les politiques. Et là, je vais m'expliquer un petit peu plus tard. Je crois qu'on est dans un monde très volatile. La complexité et l'incertitude ne partiront pas. Et c'est assez ambigu si vous pensez à ce qui se passe sur le marché et vous pensez à 2019, quelles hypothèses est-ce qu'on peut faire pour le prix des denrées? Comment est-ce qu'on va essayer de voir ce à quoi il faudra s'attendre? Donc, c'est ça ce qu'on veut faire. On veut s'assurer qu'on va parler de ça dans le
contexte du rendement des exportations. Une des plus grandes sources d'incertitude et de volatilité sur le marché, c'était les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Bon, il va y avoir des tarifs, ça va être 50 milliards de dollars qui vont être appliqués à la Chine par les États-Unis. Et maintenant, ça va être 200 milliards d'exportations qui proviennent de la Chine. Ça, c'est rentré en effet le 24 septembre. Et donc, cette taxe-là est de 10%. Et elle va augmenter à 25% au début 2019 s'il n'y a pas d'entente entre la Chine et les États-Unis. La Chine a répliqué avec les exportations qui proviennent des États-Unis, le soja et le porc. Je vais y revenir dans quelques minutes. Et il me semble que si on y pense du point de vue des États-Unis, eux, ce qu'ils pensent, c'est que la Chine n'aura plus suffisamment de taxes d'exportation et ça arrivera avant nous. La Chine réplique, ils peuvent vérifier les compagnies américaines beaucoup plus que maintenant. Donc, il y a des manières au Canada pour améliorer les choses avec la Chine. Donc, je ne sais pas, je ne sais donc, ces tensions ne vont pas se terminer dans un avenir proche. Il y a des discussions entre les officiels des deux pays, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que quoi que ce soit sera résolu rapidement. Donc, on va avoir encore plus de tensions commerciales en 2018 et également en 2019. Et c'est là où ça va devenir intéressant lorsqu'on parle de 2019 et quelles seront les répercussions sur le marché mondial, surtout pour nous au Canada, pour notre production et nos propres exportations. C'est là où ça deviendra intéressant. Je suis sûre que vous êtes familier avec ce tableau. Ça vient du marché de Chicago. Vous voyez que ça commence à la fin du printemps, peut-être au milieu du printemps. On a vu beaucoup de répercussions sur le marché du soja. Il y a eu un gros déclin fin mai, début juin, un petit rebondissement. Ensuite, c'est redescendu. On a eu des nouvelles que la taille des récoltes de soja allait être plus importante. Bon, la volatilité est déclenchée par des mesures précises, des mesures commerciales. Ce sont les Chinois qui ont imposé des taxes sur le soja américain et aussi il y a la question de la taille des récoltes qui proviennent des États-Unis. C'est difficile de distinguer la source de cette volatilité. Mais nous savons qu'il y a de la volatilité due aux tensions commerciales, ce qui arrive sur le marché et ce qu'on voit avec l'amélioration de la production. Si vous regardez la barre bleue, vous voyez que la récolte aux États-Unis était très très importante en 2018-19 par rapport aux 3 années précédentes. Il y a vraiment une augmentation de très très bons rendements, de très, très bonnes récoltes et pour la production de soja. Et donc, les ratios ont monté, la production a monté, mais également les exportations des États-Unis vont diminuer parce qu'il y a la taxe chinoise sur les exportations américaines. Je vais revenir à la diapo précédente. Ce n'est pas surprenant de voir quelque chose comme moi parce que vous voyez que la Chine exporte 70% du soja dans le monde. Donc, si les Chinois taxent les exportations américaines, à ce moment-là, le prix pour les acheteurs chinois va augmenter. Donc, ceux qui font face à ce prix plus élevé, ceux qui achètent du soja américain, vont baisser leur demande. Et s'il y a une demande plus basse, puisqu'ils importent beaucoup, ceci va déclencher un déclin dans le prix. Ce déclin, ce n'est pas obligatoire que ce soit de la taille des tarifs, mais le déclin dans les prix de soja, c'était à peu près de 25%. Mais il y a également la répercussion des politiques et la taille des récoltes.
Une autre source d'incertitude pour nous, c'est la renégociation de l'ALENA. D'une certaine manière, si la UMC, et je dis si parce qu'à ce point-ci, on n'est pas 100% certain que cette entente va être ratifiée par le Congrès américain. L'élection qui vient d'arriver aux États-Unis avec les démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants, ce n'est pas évident que cette entente soit ratifiée par le Congrès, mais je crois que ça va être le cas quand même parce que les démocrates ont dit qu'ils voulaient que le gouvernement américain introduise certaines dispositions, un soutien pour les travailleurs aux États-Unis avec cette nouvelle entente et ils ne doivent pas le faire dans l'entente, mais ils peuvent le faire en dehors de cette entente. S'il y a une loi qui est reliée aux travailleurs américains, à ce moment-là, ils vont voter oui pour la UMC. Et donc, c'est la deuxième version de l'ALENA. Moi, je suis assez confiant que cette entente va être ratifiée aux États-Unis et au Canada. Et comme ceci, il y aurait moins d'incertitudes, ce que nous avons eu durant les 12 à 18 derniers mois lorsqu'on parlait des négociations commerciales entre le Canada, les Américains et le Mexique. Et donc là, c'est un petit soulagement parce que, bon, cette menace sera retirée pour les importations et pour la gestion de l'offre, là, il y a plus de pression. La pression est différente dépendamment des secteurs. On est, bon, par exemple, la volaille par rapport à l'industrie laitière. Mais bon, il y a plus de présentation du côté importation. Mais pour l'exportation, c'est un petit peu meilleur à cause des négociations de l'ALENA. Un point à soulever avant de passer aux détails des exportations et de la volatilité. Nous sommes quand même très résilients au Canada. Si vous regardez les autres pays que j'ai mentionnés, nous sommes dans les 5 premiers pays qui exportent les produits agricoles et les aliments. Si vous voyez les détails de ces pays, à part les États-Unis et certains pays européens, il n'aurait pas de camembert aussi varié que celui que vous voyez pour le Canada. Nous sommes très, très diversifiés pour les exports. Donc, on est beaucoup plus résilient du point de vue des exportations. C'est un peu plus facile. C'est pas facile, mais c'est plus facile, je dirais, de garder notre performance au même niveau et donc être au 5e rang pour l'exportation des produits alimentaires agricoles. Donc ça, c'est quelque chose qui nous rend beaucoup plus résilients lorsqu'il y a beaucoup de volatilité. Donc il faut penser, ici vous avez les produits agricoles et la nourriture, donc il y en a des produits qui sont transformés, mais là vous avez les deux filières ensemble. Donc c'est ça qu'il faut se rappeler. Pour les marchés d'exportation, le fait qu'on va avoir accès qu'on va avoir un marché plus ouvert en Europe, et c'est le cas maintenant, mais bientôt, on aura plus d'accès, un accès plus ouvert dans des pays asiatiques, et c'est à cause du partenariat transpacifique, et ça va nous aider à être plus résilients par rapport à la volatilité et aux incertitudes du marché commercial mondial. Là, je vais parler un petit peu plus en détail des différents secteurs, mais bientôt, nous aurons le partenariat transpacifique qui va rentrer en effet, et donc on sera beaucoup plus résilient du côté de l'exportation. Donc, est-ce que la volatilité affecte la performance sur les marchés d'exportation? Attention, il y a beaucoup d'hypothèses par rapport aux données que vous allez voir dans un petit instant. Tout d'abord, il faut définir comment on va mesurer cette volatilité. La volatilité, bon, ça va vers le haut, vers le bas.
Donc, il faut voir la période de temps où on va la mesurer. Ça peut être 6 mois, 12 mois, 24 mois. Nous, on va travailler avec 12 mois. Donc, pour qu'on puisse dire qu'on a un environnement plus volatile, il va falloir soutenir les prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sur une période de 12 mois. Ça ne veut pas dire que les prix vont devoir monter ou descendre rapidement sur 12 mois, mais on va mesurer la fréquence à laquelle les prix montent et baissent. Donc, on va se concentrer sur 12 mois. À court terme, ça va être difficile de dire quoi que ce soit sur les exportations parce qu'il faut définir la volatilité. Il va falloir examiner les différentes mesures. Et donc là, on a décidé de faire ça sur 12 mois parce qu'on pensait que les données nous donnaient plus de renseignements que de le faire à court terme. Si on le fait à la court terme, bon, les entreprises ne changent pas leur plan d'exportation d'après les décisions commerciales. Donc, on va voir aussi au niveau historique quelle est la relation entre la volatilité et les exportations. Ce que vous allez voir dans une minute, c'est pas forcément une prévision de ce à quoi on s'attend pour 2018 et 2019 en ce qui concerne les exportations et la volatilité, mais plutôt quelle est la relation, quelle a été la relation entre la volatilité et la performance des marchés d'exportation. Maintenant, il faut qu'on voit tous les autres éléments qui ont des répercussions sur les exportations. Par exemple, le niveau de prix lui-même a un impact. Plus le prix est élevé, plus je vais exporter vers la destination et plus je vais avoir de marchés d'exportation. Donc, c'est la même chose en sens inverse. Il y a également la force des marchés d'importation. Plus euh, on a d'importation, plus on a d'exportation aussi. Donc, il faut voir tout ce qui peut avoir des répercussions sur les exportations. Ensuite, on inclut la volatilité. On voit historiquement quelle était la relation entre la volatilité et les exportations. Et ceci va vous permettre de comprendre ce qui va se passer si on a plus de volatilité ou que la volatilité continue en 2018 et en 2019. Si on veut se concentre sur ces tensions commerciales, on n'a même pas 12 mois de données pour mesurer la volatilité. Et les sources de volatilité sont tellement différentes qu'on ne peut pas vraiment prévoir la volatilité. Donc, c'est pas qu'on veut faire des prévisions pour 2018-2019, on veut voir dans le marché du canola, du soja, du bœuf, de l'huile, quelle est la relation entre la hausse et la baisse des prix, si c'est fréquent ou moins fréquent que d'autres périodes, et quelles sont les répercussions sur les exportations. Donc, on regarde vers l'arrière pour voir quelles pourraient être les répercussions en 2018 et 2019. Comme je l'ai dit, la volatilité a commencé au printemps 2018 ou peut-être au début, tout début de 2018. Donc, on n'a pas encore 12 mois de données. Il va falloir d'abord qu'on ait un petit peu plus de temps pour comprendre quelles seront les répercussions à long terme de la volatilité. Il y a, bon, certains des marchés où la demande qui provient de la Chine est un peu plus lente, surtout pour le soja. Le soja américain est plus cher. Ça, c'est le genre d'effet qu'on peut analyser. Mais est-ce que les entreprises vont moins augmenter la production si l'environnement est volatile? Donc, on va voir ce qui se passe avec les exportations. Les exportateurs peuvent annuler leurs achats, ils peuvent reporter les ventes. Donc, il faut se concentrer en long terme. Si on pense aux récoltes, bon, on a les récoltes qu'on a maintenant, ça a été planté, c'est récolté. Il y a des défis pour faire décoller ces récoltes. Et bon, il y a les élévateurs. Bon, on va faire ces ventes, on peut réarranger des ventes vers A, B ou C au lieu de X, Y, Z, mais on va vendre ce que l'on a. Mais lorsqu'on parle de la prochaine année de récolte, là, il faudra peut-être prendre d'autres décisions. Il va falloir un petit peu de temps pour que les producteurs, il y a toujours
un délai quand on fait les décisions de production et celles de mise en marché. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on ait un petit peu plus de temps pour mesurer la volatilité et non pas se concentrer sur le court terme. Avec tout ce que vous voulez ici, je voudrais qu'on se concentre sur plusieurs secteurs. Tout d'abord, le marché du soja. Du côté gauche, on a la destination des exportations canadiennes de soja et du côté droit, c'est le détail des importations mondiales de soja. Donc, à droite, il y a la Chine à 70%. Donc, le marché du soja, c'est vraiment pour la Chine. Lorsque vous voyez nos propres exportations, ça, ce sont des données de 2017. La Chine, c'est à peu près 40% de nos exportations. Il y a le Japon, il y a quelques destinations intéressantes, mais on en parlera plus tard. Donc, la Chine contrôle vraiment les importations. Et pour les pays comme les États-Unis, qui ont une plus grande part de marché que nous, ça, c'est intéressant parce que c'est pas juste les parts de marché, mais c'est le volume aussi. Donc, c'est intéressant pour les plus petits exportateurs comme nous. S'il y a plus de volatilité, qu'est-ce qui va se passer pour le prix à l'exportation? Donc, ce que nous faisons, c'est qu'on regarde vers le passé pour la volatilité et les prix du soja et nos performances à l'exportation vers différents marchés. Il y a certains cas où les exportations ont augmenté lorsque la volatilité grimpait. Donc, pour savoir quel chiffre il mettait, il faut voir quelle est la hausse de volatilité. Donc, pour que les chiffres ressortent, il va falloir dire que la volatilité est doublée. Ça, c'est un événement important. Ça n'arrive pas très souvent. Pensez en 2003. En 2008 aussi, la crise financière en septembre 2008, ça a vraiment entraîné un déclin des prix. Donc, pour voir quelque chose comme ça, il faut avoir une certaine volatilité. Donc, je vous mets cet avertissement. Bon, ça, la direction est exacte, mais la magnitude de la réponse de l'exportation, c'est ça ce qu'on va voir. Si on voyait le prix du soja qui continuait à augmenter et à descendre, comme on a vu au printemps 2018, les prix montaient pour le soja parce que il y avait des discussions entre la Chine et les États-Unis. Ensuite, ça s'écroule, les prix redescendent et c'est là où on voit ce genre de volatilité pour 12 mois. Mais de toute façon, c'est possible de voir que quand il y a eu beaucoup de volatilité, nous avons eu une augmentation de prix en Espagne. C'était une bonne destination lorsque la volatilité monte. Et bon, ça dépend vraiment de ce qui se passe sur le marché américain parce que les prix du soja, c'est en fonction du marché américain. Et il y a un déclin dans les autres marchés aussi. Donc, si on voit toutes les réponses du marché, si on voit les exportations de soja canadien, pas par destination, mais tous ensemble, si on voyait toutes ces réponses à l'exportation, vous allez voir que c'est quand même légèrement positif. À cause de ça, ça m'induit à penser que si on a plus de volatilité à la fin 2018 et au début 2019, nos performances à l'exportation ne vont pas vraiment changer. C'est ça ce que ça nous dit. Et donc, la production et l'exportation en tant que volume ne changeront pas forcément beaucoup. Un autre avertissement, ça, on ne regarde pas ces chiffres en disant notre performance à l'exportation monte et donc il faut produire plus. Mais si on vend plus à un prix plus bas, c'est pas forcément bon.
C'est ce que je dirais. Mais si on se concentre sur les exportations pour avoir les bonnes récoltes pour correspondre au marché à l'exportation. Donc, il y a certaines possibilités pour la volatilité dans le soja. C'était ça l'explication pour ce tableau. Bon, si on se concentre sur le porc, ça c'était également assez intéressant. Et bon, la Chine a répliqué aux États-Unis en taxant ses propres exportations. Le Mexique aussi a taxé les exportations de porc américains. C'est pour répondre à ce que les États-Unis avaient fait pour les tarifs pour l'aluminium et l'acier. Et donc, vous voyez, si on retourne à l'été 2018, nous avons vu qu'il y a eu un gros déclin dans le prix du porc. Bon, il y a une petite remontée. Donc, on voit cette volatilité qui continue à évoluer pour le reste de 2018 et 2019. Alors, quels seront les impacts sur l'exportation? Tout d'abord, on va voir les destinations. Vous voyez, États-Unis et Japon, ce sont les meilleurs en ce qui concerne la valeur des exportations. Pour le volume, on en envoie plus aux États-Unis. Et pour le Japon, c'est que la valeur sont plus élevées par unité par rapport aux États-Unis. Ensuite, il y a la Chine, le Mexique et la Corée du Sud. Si vous voyez les détails d'importation mondiale de porc à droite, vous voyez que l'Italie, l'Allemagne, la Pologne ont une bonne part de marché de l'importation du porc. Et ça représente une occasion pour nous, pour l'AECG, si on peut exporter plus de porc grâce à l'entente commerciale qu'on a avec l'Europe. Mais les exportations vers l'Europe, c'est différent. On ne fait pas des importations de même produit. Bon, si vous pensez que c'est la même chose que ici, c'est pas ce n'est pas pareil. Les marchés européens sont étiquetés différemment. Comme ça, on peut se concentrer sur différents marchés plutôt que de voir l'Europe comme étant un seul gros marché. Oui, c'est un gros marché, mais c'est un marché qui a des consommateurs d'aliments différents selon les pays. Même exercice, c'est là où vous voyez la volatilité pour les exportations de porc. S'il y avait une grosse volatilité, quelque chose comme on a vu à la fin de l'été 2018 et au début de l'automne, et si ça continue pendant 12 mois, on verrait quelque chose un petit peu comme ça, et on verrait ce qui se passera dans 12 mois. Une petite réplique, bon, ce qui est intéressant, pour notre marché plus important, le Japon et les États-Unis, on voit une petite réponse à l'exportation en cas de volatilité. Mais pour les autres marchés, la Chine, le Mexique et la Corée du Sud, et c'est intéressant parce qu'on a une entente commerciale avec la Corée du Sud. Là, il y a une petite réaction. Mais bon, pour le Japon et les États-Unis, ceci nous protège des impacts de la volatilité. Mais si la volatilité dure un an, à ce moment-là, nous allons connaître un déclin de 2 à 4 Alors le canola, ça c'est intéressant, surtout lorsqu'on pense au marché du soja. Ça, ce sont des graines de canola et c'est important de noter ce détail parce que je vais parler du côté droit de cette diapo et il y a plusieurs choses à dire sur les graines de canola par rapport à l'huile de canola. Donc, si vous voyez, la Chine, c'est notre pays le plus important. Et vous voyez qui importe du canola. Et vous voyez qu'il y a l'Allemagne et ça, c'est relié au marché de la bioénergie. L'AECG va fournir des occasions pour nous d'en obtenir plus de valeur. L'île de canola, on exporte le produit brut et ce serait peut-être plus facile d'exporter de l'huile de canola avec l'AECG parce qu'on n'aura pas de taxes aux frontières. Et le 25% ici, ça c'est une très très bonne
occasion pour l'huile de canola. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit. C'est parce qu'on a un accès libre pour les graines de canola. Donc, il va falloir surveiller ce marché. Et c'est intéressant de voir la ventilation de ces pays. Donc, il y a des tensions commerciales qui ont lieu entre les États-Unis et la Chine. Mais si on se concentre juste sur la volatilité pour les prix du canola, lorsqu'on n'inclut pas le soja, si on se concentre juste sur la volatilité des prix du canola, c'est ça ce qu'on verrait pour la réaction de l'exportation. Nous, nos exportations étaient plus faibles lorsqu'il y a beaucoup de volatilité pour 12 mois ou plus. On ne voit pas ça à l'heure actuelle. Et j'espère qu'il y aura un environnement moins volatile pour le canola que celui qu'on a pour le soja. Et lorsqu'il y a de la volatilité dans le soja, on peut voir ces réactions qui deviennent positives pour les exportations de canola. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Je me concentre sur le canola, mais la volatilité concernant le soja peut être positive pour les ventes et les exportations de canola. Et certaines des ententes commerciales nous permettent d'ajouter de la valeur aux graines de canola ici. Ici, je parle du bœuf parce que ça nous offre un petit contrat avec le porc. Comme je vous ai dit, le prix des porcs n'était pas, la volatilité n'a pas vraiment eu beaucoup d'influence sur le prix du porc. Ici, vous avez les détails de nos exportations. Les États-Unis, c'est à peu près 75-76% pour être exact de nos exportations canadiennes. Ensuite, il y a Hong Kong, le Japon, le Mexique, la Chine et d'autres destinations. Ce qui est important de remarquer, notre part de marché ne correspond pas à ce qu'on voit du côté droit. Si je me concentre sur la Chine, c'est 8% de les importations mondiales de bœuf et c'est juste 4% de nos exportations. Donc peut-être qu'on pourrait vendre plus de bœuf en Chine. Le Japon, ça serait une occasion avec un 8% d'importation mondiale de bœuf par rapport à 5% pour les exportations de bœuf canadien. Donc, il y a quelque chose là, peut-être qu'on pourrait mieux faire correspondre. Ça me suggère qu'il y a une certaine possibilité, surtout avec les ententes du partenariat transpacifique. Si on se concentre sur la volatilité, vous avez la réaction des exportations pour un marché, Hong Kong, qui est relié à la Chine. Là, c'est positif, mais dans l'ensemble, la réaction aux exportations pour le bœuf canadien est un peu plus forte. Je vais me concentrer sur les États-Unis parce que les États-Unis, c'est 75% de nos exportations de bœuf. Et vous voyez que la réaction à l'exportation aux États-Unis est plus forte que celle du porc. Le porc, historiquement, n'avait pas l'air d'être affecté par la volatilité dans le marché, surtout pour les prix du porc. Mais si on voit le bœuf, là, il y avait un petit peu plus de répercussions. Et ça dépend ce qu'on a eu pour la maladie spongiforme bovine. Et ça, c'était en 2003 et les années suivantes. Mais on a vu quelque chose dans les données qui disait que chaque fois qu'on a des prix plus volatiles, la production décline un petit peu plus rapidement parce qu'on sait que depuis 2003, les troupeaux, le nombre de troupeaux totaux sont en déclin et ça a décliné un petit peu plus rapidement. Et là, il y a des exportations plus faibles. Donc ça, c'est une leçon un peu différente par rapport au bétail et au bœuf, par rapport au porc. Et je vais en terminer avec ceci. Je pensais que j'allais prendre moins de temps, mais là, je suis arrivée aux 40 minutes. Il faut se rappeler que la volatilité va avoir un impact limité sur les exportations à côté. Bon, il y a des possibilités, il y a des coûts associés si on pense aux tensions entre la Chine et les États-Unis pour les graines oléagineuses, les, euh, les légumes secs, les légumineuses. Et il y a aussi les pois qui sont utilisés par rapport à la place de tourteaux ou de produits oléagineux.
Mais ça a des impacts limités sur les exportations à court terme. Mais lorsqu'on parle du long terme et qu'on a des périodes de volatilité plus longues, là, on verra qu'il y a une autre sorte de réaction et qui d'habitude est négative. Et c'est ça qu'il faut se rappeler lorsqu'on pense à la gestion des risques. Ça doit vraiment évoluer avec la provenance des risques. Et il faut voir quel est l'environnement. L'environnement ne sera pas moins volatile, ne sera pas moins incertain, ça ne sera pas différent de ce qu'on a maintenant. Et donc, il va falloir vivre avec cet environnement pendant un moment. Et donc, ceci vient soulever la question. Donc, quels seront les changements dans la gestion des risques? Comme je l'ai dit dès le début, on est quand même assez à l'aise. On sait comment gérer les risques avec les outils que nous avons. Donc, on peut gérer les risques avec nos outils. Bon, quelquefois, on ne sait pas d'où proviennent les risques, mais là, c'est un environnement un petit peu différent que nous avons maintenant. Les chaînes d'approvisionnement sont un petit peu plus complexes. Il y a moins de transparence pour l'établissement des prix. Donc, tout ceci amène des risques et comment est-ce qu'on va s'attaquer à ces risques? Il faut penser à la gestion des risques. On est en train de réviser nos programmes de gestion des risques au Canada et je pense que ceci, ça va être positif. Mais il faut poser la question. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit pour la gestion des risques? Oui, il faut qu'on fasse attention à la gestion des risques et ça va vraiment être un avantage concurrentiel dans un monde où il y aura plus d'incertitude et de volatilité.